Bonjour, dans ce nouvel épisode de Long Live, j'ai voulu rencontrer une femme qui a envie de faire bouger les choses, de donner du sens à sa vie et à celle des autres. C'est Marie Robert. Alors si vous ne la connaissez pas sous son vrai nom, vous connaîtrez plutôt son compte Instagram, Philosophy is Sexy. Elle est prof de philo, mais aussi fondatrice de 4 écoles et 2 crèches Montessori. Elle tient un podcast, elle a déjà écrit 4 livres, dont le dernier, Une année de philosophie, qui retranscrit ses pensées quotidiennes. Alors on va parler de longévité avec Marie, mais pas que. On va beaucoup parler d'éducation, de scolarité, d'amour, d'amitié. C'est un épisode rempli de sagesse qui va forcément vous inspirer ou vous faire réagir. Salut Marie. Salut Lucille. Alors t'arrives en tenue super sportive et moi je suis en chemise blanche, on a un peu inversion des rôles. Tu es créatrice d'écoles Montessori un peu partout en France, d'écoles et de crèches. Exactement. Ouais, 6 écoles, 2 crèches. Donc la nécessité non seulement de manager un grand nombre de profs, d'éducatrices, parce que c'est comme ça qu'on appelle dans la pédagogie Montessori, on dit pas prof, on dit éducatrice, pour avoir un peu plus la vision d'accompagnement. Mais aussi réfléchir à quelle vision pédagogique en fait on porte pour ces enfants, pour leur famille, avec une amplitude d'âge qui va donc de la crèche, donc on a des bébés qui ont 4 mois quand ils nous rejoignent, à des préadolescents, puisqu'à Marseille, on a notre adolescent même, puisqu'on a notre première classe de collège cette année. Donc autant te dire qu'effectivement, il y a une réflexion à avoir sur quelle pédagogie, quelle vision, qu'est-ce qu'on porte, pourquoi. On va y revenir juste après, mais donc comment est-ce qu'on passe de prof de philo, donc en fait tu as été prof de philo à la fac, à chef d'entreprise partout en France, influenceuse Instagram, écrivain, enfin auteur, autrice, et référence féminine de la philosophie moderne. En fait, tu as beaucoup de casquettes. Oui, mais je crois que tu es bien placée pour le savoir. En fait, il y a toujours un fil conducteur qu'on décortique. Moi, mon fil conducteur, c'est celui de la transmission. Donc, toute ma vie, j'ai voulu être prof. Il s'avère que je faisais des études de philo et donc que j'ai eu l'opportunité, assez jeune, assez tôt, de me retrouver prof à la fac. Alors évidemment, c'est extrêmement prestigieux et c'est passionnant intellectuellement. En plus, j'enseignais des matières comme magie et religion, comme la philosophie du langage. Donc, il y a une fascination pour le savoir. La théorie, le côté vraiment, tu te plonges dans la rigueur, dans la complexité intellectuelle. Le problème, c'est qu'au bout de quelques années, tu donnes ton cours, en fait, et je crois que tu as dû vivre ça toi aussi. Tu as ce côté, je le donne, je suis convaincue du contenu. Et ce contenu, il m'apporte. Simplement, finalement, j'ai peu de retours parce que le système scolaire français fait que tu es sur ton estrade, en amphithéâtre, et puis tu as 180 élèves en face de toi. Et en fait, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que tu leur transmets réellement. Il y a très peu de gens qui lèvent la main, très peu de gens qui interviennent, très peu finalement de dialogue. Et pour moi, je remercie toujours les profs qui ont su faire de moi une élève, mais aussi les élèves qui ont su faire de moi une prof. J'avais besoin de retour. Et au bout de plusieurs années, finalement, ça me manquait, ce côté magistral. Donc j'ai tout quitté en me disant, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis l'été où j'ai quitté la fac, j'ai eu l'opportunité d'avoir un peu de saisir en fait quelqu'un qui m'a contactée pour devenir prof dans le seul lycée Montessori de France, qui à l'époque était dans le 78, qui l'est toujours puisque c'est le seul de France, à Bailly. Attends, en fait, j'habite à côté. Il y a un lycée Montessori à Bailly. Exactement, un lycée Montessori à Bailly. Donc autant dire que moi je vivais à Paris, je n'ai pas le permis et donc Bailly c'est loin. est le bout du monde. Oh. Et pour autant, j'ai saisi l'opportunité et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec des adolescents, donc des gens qui étaient en terminale. Et tout d'un coup, tout ce savoir classique, toute cette théorie, il fallait la transmettre à des ados qui, soyons honnêtes, n'en avaient rien à secouer. Rien du tout. Donc du coup, évidemment, tu passes de ton statut un peu prestigieux à les mains dans le cambouis. Philo, ouais. En fait, pénible, non seulement, oui, avec ce côté,
En plus, la philo, est pas forcément super bien vue, leur paraît un peu être une matière un peu poussiéreuse, un peu abstraite, un peu élitiste, à juste titre, parfois. Donc tout d'un coup, j'ai eu vraiment le vertige et en même temps la passion pédagogique de me dire comment je vais leur transmettre. J'ai bossé comme une tarée pour essayer de renouveler, de faire des ateliers, de le rendre très concret, de leur faire vivre en fait l'intérêt de cette discipline. Et puis à ce moment-là, je suis pas venue dans le 78 pour rien. J'ai rencontré mon mari qui, lui, avait fait toute sa scolarité en Montessori puisque l'établissement avait été créé par sa maman. D'accord, donc le pur produit. Voilà, le pur produit. Et tout d'un coup, 2 visions. Lui, pur produit de Montessori, qui a adoré l'école, le meilleur truc de sa vie. Tous ses potes étaient encore des gens qu'il avait connus en Montessori. Un profil très entrepreneurial. Et moi, pur produit du public. Et du coup, en se rencontrant, on s'est dit, ok, en fait, les adolescents, c'est passionnant, mais t'as envie de les avoir encore plus tôt. Parce que, et je veux pas du tout caricaturer, mais adolescent, t'as déjà des choses qui sont un peu figées dans le rapport au travail, dans le rapport à l'effort, dans le rapport à l'adulte. Et du coup, on s'est dit, autant les avoir plus tôt et créer nous-mêmes nos écoles, donc maternelles et primaires. Et on a pris la carte, on s'est dit où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles Montessori et d'écoles internationales, puisqu'on est totalement en bilingue, on avait un projet vraiment de bilinguisme, c'est à Marseille. Alors on n'est pas marseillais, ni l'un ni l'autre, donc autant te dire que... Depuis Bailly. Que le défi From Bailly to Marseille. Le défi était de taille. Et donc, quand on est comme ça enseignant... Moi, j'ai par exemple eu vraiment un traumatisme du collège. J'ai très mal vécu, collège-lycée surtout, avec vraiment un enseignement. Alors moi, pour le coup, c'était carrément privé, catholique, ultra strict, avec force d'humiliation chaque trimestre. Le directeur qui te donne le classement des élèves et te fait la petite note personnelle. 75% du temps négative. Bref, moi, j'étais vraiment une élève assez moyenne. J'ai été cassée par ce système. Avec perte de confiance en moi totale, qu'est-ce que je vais faire, aucune ambition. Comment est-ce qu'on en revient en fait? Comment est-ce qu'on arrive à faire ce deuil? Et mon autre question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui en fait on arrive à améliorer cet enseignement, ou en tant que parent, comment on fait quoi? Alors la première question sur déjà comment on restaure, en fait, moi je rencontre énormément de parents traumatisés par l'école. Donc c'est un sujet que je perçois très bien. On a beaucoup construit le système pédagogique sur un système en fait d'humiliation. Donc ce qui est très difficile de s'en sortir aujourd'hui, c'est d'arriver justement à sortir de « je cherche la bonne note ». Parce que même si on a été humilié, même si on a été cassé, même si on considère et on perçoit les dommages que ça a eu, on est tellement formaté qu'on reproduit la même chose dans sa vie professionnelle, dans son rapport au sport, aux amis, aux réseaux sociaux. On cherche la validation en fait de l'autre. Donc c'est là où la philosophie, moi, m'intéresse, c'est que elle donne pas une solution, mais elle permet un travail d'introspection en fait, de se dire mais qu'est-ce que je cherche à travers cette validation? Qu'est-ce que je poursuis réellement? Pourquoi je fais ce cours de sport, pourquoi je fais ce boulot, pourquoi j'ai tel ou tel ami, se poser la question. La philosophie ici est précieuse parce qu'elle invite justement à décortiquer en fait le moteur de nos actions, de prendre un temps de recul en se disant mais attends, au fait pour qui je le fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je suis en train de poursuivre? Et il s'agit pas de dire qu'on s'en fout. C'est un peu trop facile de dire qu'on s'en fout du regard des autres parce que même si on est très détaché, très libre, bien sûr que l'adhésion, la cohérence, elle est importante. Mais est-ce que ça doit être le moteur premier? Pas forcément. Donc peut-être que pour se sortir de ce système d'humiliation dans lequel on est très nombreux à avoir grandi, c'est déjà se poser la question, de quel est le moteur de notre action, comment je cherche ma propre cohérence, réfléchir au plaisir, au déplaisir, à pourquoi cet effort. Donc, passer par le questionnement. Et ce questionnement, il demande un peu de recul, de prendre un peu de temps, d'aller courir en écoutant tes audios, d'être dans vraiment de oser, en fait, avoir ce regard de « ok, je peux déconstruire la manière dont j'ai été éduquée. Je peux déconstruire, en fait, le système dans lequel j'ai grandi. Ça ne veut pas dire que je rejette tout et que j'en veux toute ma vie à mes parents et à mes profs, mais juste quelle est la marge de manœuvre. La deuxième question que tu posais, c'était comment aujourd'hui on évolue. Alors, fort heureusement, on a quand même beaucoup changé. Notamment au collège. J'ai l'impression que les collèges
publics, en tout cas, ont fait une énorme reconversion de fonctionnement. Énorme. Et justement, moi, c'est important pour moi, même si je crée mes propres écoles, pour moi, ce sont des laboratoires pédagogiques qui ne sont pas du tout opposés d'ailleurs au public, puisqu'au contraire, on accueille beaucoup, on travaille beaucoup en synergie avec le public. Et ce que je perçois aujourd'hui, même si parfois c'est un peu caricaturé, parce qu'on a l'impression qu'il y a autoritaire d'un côté et ultra bienveillant de l'autre, moi je crois quand même à ce système intermédiaire qui est de dire le système éducatif doit donner un cadre, mais il y a une chose fondamentale, c'est poser un regard de confiance sur l'enfant et sur l'adolescent. Et peut-être que c'est ce qu'on ne faisait pas. C'est-à-dire, on part du principe que oh là là, il va être feignant, que oh là là, il n'a pas assez bossé, que oh là là, vraiment, il n'a pas envie de faire. Il a des difficultés. Aujourd'hui, en tout cas, pour toute une jeune génération de profs, et puis même dans la manière dont on pense l'éducation, on est de plus en plus dans non, posons un regard de confiance et soyons accompagnants. Parce que finalement, c'est ça notre mission. C'est pas de dire t'es dyslexique, tu le seras toute ta vie, c'est foutu pour toi et on va te mettre des zéros. C'est d'essayer de dire, ok, comment on peut, tout en restant dans le système, essayer de renforcer, de comprendre les différents types d'intelligence, les différentes approches. Donc le regard de confiance, c'est fondamental. Qu'on soit dans le public, qu'on soit en Montessori, qu'on soit dans du privé, hors contrat, peu importe, ou même qu'on soit parent. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, quand on est parent aussi, c'est très difficile. Tu vas avoir une maîtresse. Alors moi, je suis l'abonnée au coup de fil des maîtresses avant les vacances de la Toussaint. D'abord, c'était mon fils en primaire. Maintenant, c'est ma fille. Ça ne va jamais. Et quand j'en parle à mes sœurs qui ont encore d'autres enfants différents des miens, ça ne va jamais non plus. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait en fait pour les accompagner en gardant quand même l'autorité de la prof, voilà, sans tout rejeter, mais pour maintenir les enfants quand même dans l'envie aussi d'apprendre. En fait, c'est ça sans doute le plus difficile. Et là, je vais dire quelque chose alors même que je crée des écoles, mais c'est vraiment essayer de se dire qu'il y a deux espaces différents. C'est-à-dire se dire que le temps de la maison est vraiment le temps de la maison. Et le problème, c'est que souvent, les devoirs, c'est ça qui est le plus dur. Alors, c'est réussir à trouver effectivement des systèmes pour que le temps des devoirs, alors peut-être soit très organisé dans un planning, soit fait, je sais pas, à un moment où familialement c'est tenable, mais en tout cas, se dire que l'enfant existe indépendamment à l'école, à la maison. Alors, la réciproque est vraie, c'est-à-dire il y a des enfants qui sont géniaux à la maison, mais qui franchement sont effectivement problématiques à l'école, et ça doit être audible pour les familles. Mais possible aussi de se dire à l'école ça va pas et ils sont géniaux à la maison, et continuons à garder, en fait, quand je te dis ce regard de confiance, c'est-à-dire à préserver la relation. Parce que les classes vont passer, les devoirs vont passer, et si on a rompu en fait ce lien, parce que si tous les soirs, moi je vois des enfants qui se sont tapés une journée d'école compliquée et qui rentrent le soir en continuant à entendre un discours stigmatisant, un discours qui les enferme, et du coup on se parle pas, du coup on commence à se disputer, du coup le lien familial devient un enfer, ça va pas t'aider à être meilleur. Parce que vraiment, c'est-à-dire j'ai jamais vu un enfant qui est meilleur parce qu'on le stigmatise. C'est-à-dire ça n'arrive pas en fait. Parce qu'on lui a hurlé dessus pour les devoirs. Non, alors vraiment, autant dire, ça ne fonctionne pas. Ça veut pas dire qu'on doit pas déconsidérer, ça veut dire comment on détourne. Et comment, et franchement, là je le dis de manière vraiment de l'expérience que j'ai pu avoir, si l'enfant sait qu'il a à la maison un amour inconditionnel, de la confiance inconditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de limites, bien sûr que non, c'est important d'adresser les différentes problématiques. Mais sans complaisance. Voilà, sans complaisance, évidemment. Mais s'il sait qu'il y a ce filet, c'est-à-dire que, surtout à l'âge du primaire, où on apprend la vie sociale, on a des apprentissages qui sont en fait super compliqués, on a des journées, honnêtement, l'emploi du temps de primaire, il est tellement dense. Il y a tellement de transformations, en fait. Je ne sais pas si on passait 8 heures par jour avec tant de stimuli, je ne sais pas comment on serait. Donc, se rappeler, franchement, je doute. Sur une chaise, sans bouger, je doute de notre état. état. D'aller aux toilettes au milieu, ouais. Donc, avec très peu d'autonomie, avec finalement une norme, et je stigmatise pas les profs non plus, mais t'es obligé, t'as 32, donc exactement. Évidemment que tu dois bien faire un truc. Donc, je sais pas dans quel état on serait. Donc, avoir ce petit temps, je dirais presque sacré, du temps de la maison, et de se dire, ok, déjà, j'assure l'amour, j'assure la confiance, j'assure un truc cool. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Est-ce que on fait des jolies choses avec nos enfants, quoi ?
Est-ce que le dîner, c'est un moment où juste on évalue, pareil, alors, est-ce que tu t'es bien comporté ? T'as eu des bonnes notes. Horrible. Est-ce qu'on se raconte des choses ? Est-ce que... Moi, je dis souvent aux parents, la première méthode, au-delà de tout le reste, c'est juste, est-ce qu'on prend le temps de se parler, en fait ? De se raconter la journée, Avec de se dire des choses sympas, enfin, de partager, en fait, d'être déjà dans ce dialogue. Donc, voilà, si on assure ça, le reste, et prendre à bras-le-corps, négocier des virages, se poser pour faire des exos de maths, ça ira déjà un peu mieux. Mais voilà. Et est-ce qu'on a un retour sur la longévité ou l'insertion dans la vie normale d'enfants qui ont été comme ça des purs produits Montessori, qui ont eu une éducation beaucoup plus, je dirais, respectueuse en fait de leur comportement naturel. Quels sont les retours finalement ? Ton mari, forcément. Voilà, je vis. Non, mais voilà, parce que maintenant il y a carrément des générations en fait Montessori qui sont à l'âge, qui ont la trentaine, quarantaine. Et qu'est-ce que ça dit d'eux finalement ? Est-ce qu'ils réussissent mieux, moins bien, pareil ? Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire de quel Montessori on parle. La problématique, et ça c'est faire un petit point, la problématique c'est que Maria Montessori donc, a créé la méthode Montessori en 1906, sauf qu'elle l'a volontairement pas déposée pour la faire évoluer. Donc du coup, forcément, n'importe qui, toi demain, tu peux ouvrir une école Montessori. Donc évidemment, c'est à la fois fantastique parce que ça permet de faire évoluer, ça permet d'ouvrir des espaces. Le problème, comme toujours, quand rien n'est déposé, c'est que ça peut être quand même super aléatoire. Donc il y a Montessori et Montessori. Donc voilà. Rien ne dispense de le faire d'une manière cadrée, de respecter le programme, de pas être juste parce qu'aujourd'hui c'est un peu caricaturé en les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Pas du tout. Une vraie école Montessori, c'est extrêmement structuré, extrêmement rigoureux. Donc je vais parler effectivement de ce point de vue-là, c'est-à-dire des écoles qui ne font pas l'économie d'un véritable cadre. Et en fait, ce qui est assez fantastique, quand c'est bien fait, comme pour tout, quand c'est bien fait, c'est de voir que l'autonomie, en fait, permet aux enfants très tôt d'acquérir une connaissance d'eux-mêmes. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont être des petits individualistes qui vont en faire qu'à leur tête. Ça veut juste dire qu'ils vont comprendre que, ok, comment je fonctionne, comment j'apprends, qu'est-ce qui pour moi est plus pertinent, comment j'apprends à gérer en fait, puisque je vais gérer un plan de travail, je vais gérer certaines choses qui vont me permettre d'avoir un peu plus de connaissances. Et en fait, en grandissant, qu'est-ce que ça donne ? Souvent des profils justement d'entrepreneurs, ou en tout cas de gens qui vont pas avoir peur de la créativité, qui vont pas avoir peur de la construction, qui vont justement, par rapport à ce qu'on se disait précédemment, ne pas attendre la validation ou l'impulsion d'autrui. Ce qui est intéressant, c'est que l'autonomie, c'est se donner ses propres lois. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, être dans un système anarchique, ça veut juste dire, ok, moi, je vais bâtir, en fait, ce que je crois être bon pour moi. Et je trouve que c'est une chance remarquable. Et moi, je le vois aujourd'hui, alors aux États-Unis, on le cite toujours comme exemple, les créateurs de Google ont fait Montessori. Sans tomber dans le cliché, je vois chez mes élèves qui aujourd'hui, forcément, il y en a des beaucoup plus vieux, il y a ce truc de j'ai pas peur d'oser, de créer, de tenter. J'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de me lancer dans des projets et peut-être qu'ils marcheront, peut-être qu'ils marcheront pas. Toujours est-il que je me sens responsable. Et aujourd'hui, je crois qu'on a quand même une des difficultés, c'est ça, c'est de s'ancrer et de s'incarner dans sa responsabilité. Et aujourd'hui, en tant que parent, mais finalement peut-être même ami, comment est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les bons mots, les bonnes armes à donner pour que des jeunes ne se fassent peut-être pas trop harceler, manipuler, influencer ? Il y a beaucoup ce contexte de l'influence réseaux sociaux, mais aussi des mauvaises fréquentations, entre guillemets, pour les enfants ou pour les ados. Qu'est-ce qu'on arrive à dire aux jeunes ? En fait, qu'est-ce qui est audible pour eux ? Est-ce que la philosophie t'aide pour ça, par exemple ? Est-ce qu'on peut leur transmettre un peu ? En fait, tu sais, moi, je commence des ateliers philo en classe dès l'âge de 4-5 ans. Alors, c'est des moments absolument fascinants parce qu'en fait, il y a l'âge, je ne sais pas si tu t'en souviens avec tes enfants, mais où les enfants, en fait, sont naturellement philosophes parce qu'ils posent 150 milliards de questions. Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Donc, 4-5 ans, c'est un âge intéressant parce que tu peux aborder des sujets et te rendre compte, en fait, que comme pour eux, rien n'est figé,
ils sont dans cette envie de discussion. Or, la difficulté, c'est que par la suite, souvent, en fait, cet espace de discussion, où est-ce que tu le trouves ? On te demande de résoudre des exercices, on te demande d'aller à un point A, un point B, on te demande de faire l'exo de maths, l'exo de grammaire, et finalement, on ne te demande pas d'utiliser ta pensée. Or, la résistance au harcèlement, ou en tout cas, pouvoir gérer l'influence des autres, c'est pouvoir exercer son libre arbitre. C'est pouvoir se dire, attends, là, je suis pas complètement OK avec ce qu'il me demande, ou là, en fait, je vais poser mon téléphone parce que je vais vivre d'autres choses. Donc, en fait, j'encouragerais à créer des espaces d'échange et de discussion pour les enfants et pour les adolescents. On peut pas leur demander tout d'un coup d'avoir confiance en eux, tu vois. Donc, en tant que parent, leur créer ces espaces-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de tel ou tel sujet ? Aborder, en fait, les questions, tu vois, et en questions ouvertes, et encore une fois, pas juste en fais attention, pose ton téléphone, ou fais attention, tu te fais pas harceler. En fait, on leur donne, on les place juste dans la peur et dans la protection. Alors bien sûr que c'est tout à fait légitime quand on est parent, mais est-ce qu'en amont, il n'y a pas une prévention peut-être plus subtile ? Exactement comme, tu vois, la longévité, ça se travaille des décennies avant. Là, pareil, est-ce qu'on ne peut pas, dès ce moment où l'enfant devient un peu... il se rend compte du monde, en gros 5-6 ans, tu vois, où tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a un monde autour qui n'est pas que sa famille. Est-ce qu'on ne peut pas déjà discuter, demander l'avis, être vraiment dans un travail de la pensée ? Ça me semble indispensable. Et puis ensuite, sur la question des téléphones, il y a aussi la question de leur faire vivre des expériences dans la vraie vie, en fait. Quand un enfant est en train de courir ou est en train de jouer avec son chien, même un ado, même 13-14 ans, en fait, il n'est pas en train de geeker sur son tel. Donc, c'est comment aussi la vraie vie, comment on leur donne l'habitude de leur montrer que la vraie vie, elle peut contenir des choses plus denses, plus riches, plus intenses. Ouais, repasser du temps de qualité. On a parlé pas mal d'enfance, mais finalement, je trouve que c'est important de reparler de l'enfance, parce que souvent, nos traumatismes d'enfance se répercutent à l'âge adulte. Et donc, toi, en tant que femme, là, tu as bientôt 40 ans. Moi, ça y est, j'ai passé le cap. T'inquiète pas, ça se passe bien. Comment est-ce que la philosophie peut nous aider à mieux rentrer dans les années, en fait, finalement, à appréhender un peu ce vieillissement, la prise d'âge. Là, tu vois, moi, j'ai eu ma sœur au téléphone. Elle va avoir 45 ans. Non, elle a eu 45 ans, là, il y a quelques jours. Et tu vois, les 45 ans, elle l'a pas très bien vécu par rapport aux autres anniversaires. Comment est-ce qu'on prend la quarantaine avec philosophie ? En fait, je te dirais comment on prend tous les âges avec philosophie. Je le disais au début de notre conversation, la philo, pour moi, est pas du tout une matière abstraite. C'est vraiment une matière qui te permet d'articuler ton action, en fait. C'est penser sa vie, vivre sa pensée. Comment je vais faire ce petit pas de côté pour ensuite mieux agir ? C'est-à-dire, comment je vais faire stop 3 secondes, attends, je réfléchis, pour ensuite avoir une action qui me ressemble plus. Et pour moi, la philo, c'est exactement ça. Moins foncer tête baissée. Oui, moins foncer tête baissée et se dire, est-ce que cette action, j'ai vraiment envie de la faire ? Tu vois, mettre de la conscience, en fait. Le penser sa vie, vivre sa pensée, en fait, on peut le résumer en se disant, est-ce que je mets de la conscience dans ce que je suis en train de faire, tu vois ? Est-ce que, ok, j'ai envie de boire ce café, ok. Et peut-être que j'en aurais déjà bu 6, donc est-ce que je suis ok avec l'impact et la conséquence que ça va avoir ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, ça permet de mettre de la conscience. Et donc, par rapport à l'âge, il y a une idée que j'aime beaucoup chez un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. Et en le résumant très simplement, il parle beaucoup de l'identité. Et il découpe l'identité en 3 idées. D'abord, il y a la mêmeté, ce qui reste le même toute notre vie. Genre, je sais pas, la couleur de nos yeux, notre lieu de naissance, notre ADN, les choses qui vont pas bouger. La mêmeté. De l'autre côté, il y a l'ipséité. Alors, le mot est barbare, mais en fait, c'est très simple. C'est tout ce qui va changer. Je sais pas, notre boulot, parfois nos amis, notre lieu d'habitation, nos goûts, nos pratiques sportives, tout ce qui va changer. Et il dit, c'est quand même bizarre l'identité, parce que d'un côté, il y a ce bloc figé qui bouge pas, de l'autre côté, il y a tout ce tumulte de l'existence, et pour autant, on reste la même personne.
Et lui, il dit, mais peut-être qu'il faut le penser autrement. Il y a ce qu'il va appeler l'identité narrative. Et l'identité narrative, c'est comment j'ai envie de me raconter. Et je trouve que c'est une question qui est extraordinaire. Au-delà des choses qui changent, au-delà des choses qui vont rester identiques et je peux rien y faire, moi, comment j'ai envie de me présenter ? On a tous 1000 manières de raconter notre vie. C'est le Golden CV là que tu es en train de nous raconter ? Oui, alors à la différence près, sans doute que Paul Ricoeur nous dit finalement, cette narration, elle nous rend aussi responsables de la suite. Parce que quand on a une certaine manière de le raconter, tout d'un coup, on a une autre manière d'agir et on a une autre manière de se projeter dans le futur aussi. Donc la question de l'identité narrative, elle est géniale à se poser aux décennies ou tous les 5 ans ou de temps en temps en se disant « Est-ce que je suis OK ?» Moi, j'ai une copine qui va avoir 40 ans, je l'ai connue à 20 ans et qui depuis 20 ans, un tout petit peu moins de 20 ans, raconte systématiquement qu'elle a raté Normal Sup. Le concours de Normal Sup. Mais c'est-à-dire comme tous les mecs qui disent on dirait pas être footballeur pro, mais finalement ils se sont fait le genou. Et elle se présente, mais même à des gens qui la connaissent à peine, très vite. Moi j'ai raté Normal Sup. Ça fait partie de sa présentation. Tu sais, le play, l'automatisme. Vas-y, l'automatisme. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans l'identité narrative, c'est juste de dire, est-ce qu'on peut pas changer ? Et en fait, je me dis toujours, 40 ans, c'est un bon moment peut-être pour voir est-ce que je suis OK avec la narration que je présente ou pas, en fait. Je trouve ça assez pertinent, tu vois, de profiter de ces dates anniversaires qui, même si on trouve ça cliché, de fait... mettre un peu, ça travaille un peu échéance. Parce qu'il y a un côté, c'est une décennie, ça paraît un peu vertigineux. C'est la bonne occasion de se dire, est-ce que je suis OK avec la narration que j'ai de moi-même ? Et je trouve ça tellement libérateur de se dire, en fait, je peux peut-être changer. Et alors, qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui pour avoir un peu plus de pensée philosophique, pour un peu mieux penser sa vie ou réfléchir à ses actions ? On avait eu Raphaël Enthoven dans l'émission, dans le podcast. C'était puissant. Et donc, à la suite de sa rencontre, moi, j'ai acheté Proust. J'ai pas réussi. J'ai acheté Platon. Non plus. Et j'ai même essayé de relire Camus et j'ai pas réussi. Pourtant, je lis énormément. Je relis beaucoup depuis que mes enfants sont un peu plus grands. Je sens que j'ai plus de temps. Je suis passionnée de lecture. Je lis voilà. Mais là, j'avoue que vraiment, ces trois-là, j'ai pas réussi. Alors qu'ils étaient là, mais bien sûr, Platon, le banquet, prenez-le. Je l'ai acheté. Laisse tomber. J'ai 3 pages. Insupportable, je me rappelle déjà même plus de ce qu'il y avait écrit dedans. Donc, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui peut-être adapté à notre quotidien pour s'y remettre? C'est une vraie bonne question parce que le souci, et parfois c'est un peu le défaut quand même des gens qui ont fait de la philo, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la langue philosophique est une langue extrêmement difficile. D'ailleurs, tu vois, dans une librairie, les gens, les romans, regardent les 4e de couverture, piochent par-ci par-là. Le rayon philo, c'est une cathédrale, il n'y a pas un bruit, et tu as l'impression qu'il faut piocher le bon truc. Donc, évidemment, et tu vois, moi, ça fait plus de 18 ans que je fais de la philo. Il y a certains passages de Kant ou de philosophie allemande, mais il y en a d'autres que je dois relire 5-6 fois. Donc, la philo, ça se lit vraiment à son bureau avec un crayon en relisant. Donc, je conçois qu'aujourd'hui, quand tu as eu ta journée de boulot, quand tu t'es occupé de tes enfants et que tu as fait ton sport, le côté « je vais me mettre à mon bureau pour lire Kant » n'est pas extrêmement évident. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même eu l'émergence de toute une génération de profs de philo qui font justement... Alors, j'aime pas toujours le mot vulgarisation, parce que je trouve qu'il y a un côté où on a l'impression qu'on fait moins bien, parce que le mot est dévalorisé, alors qu'en fait, il est au contraire, qu'il est pertinent. Mais c'est vrai que c'est pas un bon mot de vocabulaire, ça. C'est pas joli. Vulgariser, tu sais, on a vraiment l'impression que tu fais vraiment le ramassis, tu sais, de la philo. Je dirais plutôt démocratiser la philosophie. Et aujourd'hui, des auteurs comme Charles Pépin, comme Gilles Verviche, comme Claire Marin, sont des auteurs de philo. Baptiste Morisot, sur les questions plus écologiques, sont des auteurs de philo très, en termes de qualité et en termes de pertinence, vraiment puissant, brillant, simplement avec une langue et une accessibilité qui est peut-être différente. Et ce que je trouve intéressant, et c'est ce que j'essaye très modestement de faire dans mon propre travail, que ce soit dans le podcast, que ce soit dans mes livres ou que ce soit sur Instagram, c'est de dire, en fait, ça peut déjà être ça, la philo.
Et ensuite, le jour où on commence à être un peu plus aguerri, allons lire les Grecs. Allons lire la philosophie des Lumières, la philosophie allemande. Mais parfois, dans la vie, on a besoin de passerelles. Et c'est exactement, et tu le sais dans le domaine du sport, c'est sûr que si on se dit « Ok, j'ai jamais couru, je vais me lancer faire dans le plan un d'entraînement du super marathonien. » Ouais, c'est que décourageant. Donc voilà, faut passer peut-être par une étape et par un entraînement d'une gymnastique de l'esprit. Et alors, comment est-ce qu'on rend la philosophie sexy ? Parce que c'est le nom de ton compte Instagram, j'adore Philosophie is sexy. C'est vrai que vraiment moi, la prof de philo de terminale que j'avais n'était pas forcément sexy, c'était moyennement glam comme cours. Donc ouais, comment est-ce qu'on rend ça En fait, quand j'ai lancé ce compte Instagram, sans aucune ni ligne éditoriale, ni volonté de quoi que ce soit, c'était pour répondre à une propre problématique personnelle. C'était de me dire, moi j'aime bien les rituels. Tous les matins, je me réveille et j'écris 2000 signes. Ça fait des années et des années. Et je voulais juste montrer, à travers ces 2000 signes, qui étaient très intimes en fait, puisque voilà, je me le fais tous les matins sans me dire ah tiens, je vais parler de tel ou tel sujet. 2000 signes, ça correspond à 2 tiers de page à peu près. C'est ça, 2 tiers de page. 2 tiers de A4. Ouais, exactement. À l'ordinateur. Je m'étais juste dit, je vais en fait voir ce qui me traverse. Il y a des gens qui méditent, moi je vais me connecter à ma pensée et je vais voir à quoi je pense. Alors parfois c'est une discussion de la veille, parfois c'est un mot que j'ai entendu, parfois c'est sans doute mes propres obsessions. Je vais les déposer et effectivement aujourd'hui je vois qu'il y a une résonance, souvent une universalité dans l'idée en fait, mais parce qu'au fond on a tous des questions sur le désir, sur l'amour, sur l'autorité, sur la liberté. En fait on a des problématiques qui sont très communes. Et ce que je voulais montrer dans ce philosophie sexy, c'est que la philo, ça peut être ça. C'est pas juste des citations, des auteurs, un truc hyper protocolisé. Ouais, qui est un peu paralysant. Moi, dans les salons du livre, je suis toujours extrêmement émue. Il y a plein de gens qui me disent moi, j'ai pas fait de philo parce que j'ai pas fait des études générales et je pensais que c'était pas pour moi. Et je me dis mais c'est horrible de se dire que réfléchir n'est pas pour soi. Tu te rends compte la violence du truc. Donc, moi, ma perspective, c'était de dire, voilà, c'est juste, en fait, finalement, se connecter à son esprit. Et en fait, on ne peut pas faire l'économie de la pensée. On réfléchit tous à des choses. Et ça peut être sous la douche, en coupant des carottes, en courant. On est tous traversés par des notions qui, en fait, sont des notions philosophiques. On se pose tous des questions sur l'éducation, sur les rapports de couple, sur l'autorité, sur son patron, sur son machin. Et en fait, c'est déjà ça, philosopher. Et donc, ce sexy, il est pour dire il n'y a rien de plus attractif, en tout cas à mon sens, il n'y a rien de plus précieux que de conserver, même dans des journées de dingue, même dans des journées de contraintes, ce petit espace-là. Même si c'est 2 minutes, mais où on n'est pas juste en train de répondre à une to-do, juste où, ok, qu'est-ce qui se passe là dans ma tête. Et là, ton conseil, ce serait ça, de chaque jour, avoir un peu ce moment de pensée. Complètement. Pas forcément écrit, mais en tout cas, être dans une réflexion un peu plus profonde sur ce qu'on fait, le sens de sa vie. Complètement. Le sens de ses actions. C'est exactement ça, c'est-à-dire... en fait, pour le dire d'une manière extrême... Un peu théoriser ce qu'on fait. C'est pas être en pilote automatique. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent, tu sais, moi, je donne beaucoup de conférences en entreprise. Une des conférences qui m'est le plus demandée, c'est la question du sens. Alors moi, ça me fait toujours un peu rire ce genre de mots, parce qu'aujourd'hui, on entend la quête de sens, je veux un boulot qui ait du sens. Et moi, je dis souvent, mais tout a du sens ou rien n'en a. Moi, je travaille dans un secteur à haut potentiel. Ces petites punchlines, David. Tout a du sens ou rien n'en a. Moi, je travaille dans un secteur à haut potentiel de sens. Tu vois, genre l'éducation. Bon, là, évidemment, c'est les générations à venir, c'est les adultes de demain. Oui, pour autant, il y a 4 jours, j'étais en train de réparer une chaudière un samedi matin, tu vois, parce que la chaudière était pétée dans une des écoles. Ou de remplir des trucs d'URSSAF. Est-ce que là, la tâche en elle-même, elle a du sens ? Non. Pour autant, elle participe à un truc global qui a du sens. Donc, je dis souvent, le sens, c'est la direction, où est-ce que je vais, mais c'est aussi quelle signification je donne à chacun de mes gestes. Et en fait, mon invitation, même si c'est un peu pompeux de dire ça,
c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que là je comprends ce que je suis en train de faire? Même si je fais pas un truc palpitant, est-ce que je comprends vers quoi ça m'amène? Donc c'est toujours, quand je dis ne pas être en pilote automatique, c'est toujours se rappeler que, ok, nous faisons des plein d'actes dans une journée. Est-ce que ça nous paraît cohérent? Souvent, ce côté « ma vie n'a plus de sens », c'est parce qu'en fait, on est écartelé, ou on se sent inutile, ou on ne sait plus trop pourquoi on fait les choses, même si c'est des choses cool d'ailleurs qu'on est en train de faire, mais on se dit « mais en fait, pourquoi je les fais ?» Donc, je crois que ce petit check-up introspectif quotidien, il préserve parfois de grands pétages de plomb. Après, là, je me dis, finalement, est-ce que c'est pas encore une injonction supplémentaire? Il faut faire du sport, il faut méditer, du yoga, la sophrologie, tu vois, faire le morning routine, le night mélatonine, la tisane, machin. Et ensuite aussi la philo. En fait, est-ce que, comment est-ce qu'on l'intègre finalement dans sa vie? Non, mais sans que ça devienne une injonction supplémentaire, parce que en fait j'imagine déjà les commentaires qu'on va avoir sur ce genre de post et ah d'accord, génial, mais alors comment est-ce qu'on fait pour tout faire? Tu vois, moi, j'ai eu ça il y a quelques jours. Mais je suis totalement d'accord avec toi, mais justement, et je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais la philo permet de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire la morning routine en fait? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie en fait, est-ce que c'est parce que je l'ai entendu? Est-ce que parce que je suis vraiment convaincue que c'est un truc bon pour moi, parce que j'en vois les effets? En fait, ça demande juste, comment dire, il n'y a rien quand je te dis ça peut être sous la douche, parce que vraiment, c'est juste se dire, attends, mais ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce qu'en fait, ça me fait profondément chier? Tu vois? Donc, c'est un peu l'anti-injonction. C'est-à-dire, c'est de se dire vraiment, quand je dis c'est remettre de la conscience, c'est juste percevoir, on est les créateurs de notre propre vie. On a tous des contraintes, évidemment, dont on ne peut pas faire l'économie. On va pas se dire, évidemment, on a un boulot, on a une famille, on a des choses. Et puis il y a des gens qui ont des contraintes encore plus importantes que d'autres. Mais c'est juste se dire, dans la possibilité des actions qui tiennent qu'à moi, est-ce que j'ai vraiment envie de les faire? Et si ça se trouve, en fait, tant pis si je fais pas ma tisane, parce qu'en fait, peut-être que j'aime pas trop la tisane, tu vois. Et c'est ok. Donc, la philo n'est pas un truc en plus à caler dans un agenda. C'est juste, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un pilote en fait à bord? C'est juste ça. Prise de recul finalement. Complètement. Dans des posts et dans ce que tu écris, tu parles souvent du fait de devoir, non mais tu souhaites, en fait c'est ça, souvent tu souhaites aux gens des choses, c'est assez agréable à lire, donc tu souhaites d'être émerveillé, de ne pas avoir trop peur, d'affronter des situations difficiles, de faire des choses un peu dures qui nous poussent dans nos retranchements. T'as récemment écrit, tu nous souhaites d'avoir la chair de poule, le souffle coupé. C'est souvent ce qu'on entend dans nos interviews avec David, notamment là avec Sophie Davant, qui nous disait voilà, il faut se faire peur, il faut y aller, il faut s'obliger à faire du job qui nous fait un peu flipper. Donc comment est-ce que cette difficulté, parce que finalement on est aussi tout le temps dans la recherche d'anesthésie, de pas trop être dans la difficulté, que ce soit confortable, pas trop dur, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir cette difficulté pour augmenter cette expérience de vie? Il y a un peu ce double discours qu'on a tout le temps. Oui, alors effectivement, pour moi, tu sais, je comprends très bien l'envie d'être anesthésié, parce qu'en fait, la vie est difficile et qu'on se sent hyper vulnérable. Toujours est-il que j'ai la conviction qu'au contraire, c'est pas se forcer à vivre des choses trop dures, c'est accepter l'amplitude de l'existence. Et l'amplitude, c'est pas juste le très haut et le très bas, c'est aussi tous les à côté. C'est en fait se dire que pour avoir une vie, on cherche tous une vie intéressante, si tu t'anesthésies, elle risque pas d'être intéressante parce que tu vas juste rester figé. Donc, l'expérience, et c'est pas juste se faire flipper ou aller vers des choses qui paraissent ultra négatives pour soi, mais se dire, je vais vivre des trucs, certaines choses vont être agréables, d'autres moins agréables, enfin, toujours est-il que ces sensations, elles vont me faire sentir vivant. Et en fait, quand je parle d'amplitude, c'est ça, c'est juste se sentir vivant. Accepter d'être traversé par toute une gamme émotionnelle. Et quand on est anesthésié, quand on reste chez soi un peu enfermé, sans doute qu'on se protège, mais on se protège aussi des choses extrêmement géniales qu'on va pouvoir vivre. Donc c'est vrai que c'est pas évident.
de mettre ses mains dans le cambouis de l'existence, quoi. C'est vrai. J'ai l'impression, moi, c'est très peu audible, notamment par les femmes. Ouais. Tu vois, par exemple, dans le sport, les expériences sportives ou les défis, il y a toujours que à part 10-15% de femmes sur des départs de course ou d'aventures sportives. J'ai l'impression que pour les femmes, c'est encore très compliqué, quoi, de se mettre un peu en danger ou d'aller affronter quelque chose de périlleux, pas forcément périlleux, mais voilà, de un peu exceptionnel. Oui, mais tu sais, on parle souvent, en fait, moi je travaille beaucoup sur la notion d'audace. Et en fait, on pense souvent à l'audace, ça me fait peur, j'ai pas envie d'y aller, etc. Mais on pense pas à l'inverse, c'est-à-dire dans quel état d'esprit on est quand on n'a pas osé. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus violent que d'avoir osé et en fait d'avoir eu froid ou d'avoir eu, je sais pas, d'avoir été un peu inconfortable. Oui, mais on est fier. Alors que quand on n'a pas osé, c'est 1000 fois plus violent et sur le long terme, 1000 fois plus dommageable que d'oser. Et il y a vraiment cette idée que face à deux chemins, un peu audacieux et un très 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 confortable, en fait, on sera toujours plus fier de l'audacieux que du confortable où en fait, on se sentira un peu naze. Donc, si la perspective, c'est de se préserver l'estime de soi, puisque c'est ça, allons vers l'audace, parce que au moins on aura avancé. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un pont entre l'audace et l'amour, parce que je voulais qu'on parle d'amour. Parce que tu en parles aussi souvent dans ton livre et il y a des super beaux textes. Alors, donc ton livre, c'est Une année de philosophie, c'est le dernier que tu as écrit. Ça reprend finalement ce que tu écris, donc tes 2000 signes par jour. Il y a souvent cette notion d'amour, d'amitié, qui est souvent un peu mélangée. Voilà, l'amour toujours, l'amour-passion, l'amitié. Souvent, en fait, on met l'amitié dans un côté, l'amour de l'autre. Et c'est vrai que finalement, la relation de couple très longue durée, elle se transforme un peu en amitié longue durée, amour longue durée mélangée. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? En fait, tu sais, tu disais le lien avec l'audace, mais parce qu'il y a l'audace d'aimer. Et en fait, l'audace d'aimer, elle prend plein de variations. C'est marrant comme on se rend pas compte en fait à quel point dans l'amour et au sens très large en fait, il y a plein de variations. Et là pour le coup, les Grecs sont assez habiles sur cette affaire-là parce que il y a l'éros qui est l'amour-désir qu'on va connaître à certains moments de sa vie. Il y a la philia. La philia, c'est un peu genre l'amitié d'âme, tu vois, genre tu rencontres quelqu'un, tu te sens trop, c'est pas forcément parce que tu te connais depuis longtemps, mais tu te sens lié en fait dans tes goûts, intellectuellement, dans ce qui se passe. T'as le storge qui est l'amour familial, c'est genre tes gars sûrs quoi, c'est ton clan, c'est les gens avec qui tu te sens bien. Et t'as l'amour agapé, l'amour universel, que tu peux avoir parfois, je sais pas si tu l'as déjà vécu dans des courses, tu vois, genre tout d'un coup il y a des inconnus autour de toi, mais je sais pas, t'as un petit frisson de waouh, on vit un truc ensemble quoi. Et en fait j'invite souvent à penser l'amour au sens très large. Il y a des périodes de sa vie où on va être plus dans le désir. Il y a des périodes de sa vie où on va plus rechercher cet agapé ou cet amour familial. Et en fait, on fluctue à travers ces différents... En fait, c'est ce même sentiment, mais qui prend plein de couleurs différentes selon notre existence. Donc, parfois, ça fait du bien de se dire... j'ai toujours une réserve d'amour, même si je suis pas en couple en ce moment, ou même si j'ai l'impression d'être que mes amis, on se déconnecte un petit peu. Ouais, mais allons explorer en fait une autre variation de l'amour. Et ça reste un pilier. Tu le disais dans un des piliers de la longévité, en fait, c'est la vie sociale. Et la vie sociale au sens large, c'est la vie amoureuse, la vie amicale, la vie sociale qui comprend aussi ce sentiment de tiens, je peux me créer de nouveaux groupes au long de ma vie. J'ai peut-être mon groupe de sport, j'ai peut-être mes copines d'enfance, voilà. Mais toujours est-il que s'il y en a un qui va pas, j'en explore un autre et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que souvent je relis en fait en disant il y a toujours un réservoir d'amour auquel se connecter. Mais parce que quand on vieillit, on a l'impression que finalement ça se lisse et que tout est un peu la même chose parce que nos enfants
Enfin, par exemple, je vois la relation que j'ai avec ma mère, c'est presque de l'amitié finalement, parce que voilà, c'est plus vraiment ma mère. Enfin, je lui demande conseil, mais comme je pourrais aussi demander conseil à une copine, elle garde mes enfants, mais comme ça pourrait être mes sœurs. Et puis après, avec mes copines, elles peuvent aussi être un peu mes sœurs. Donc j'ai l'impression que finalement, le sentiment se lisse. Et ça me plaît pas forcément. Enfin, et tu vois, il me manque un peu ces espèces de pics. Où parfois t'as une super copine, après t'es plus copine. Tu vois, cette amplitude. Non, mais cette amplitude que tu vis parfois et qui, tu vois, te fait vivre des choses. J'ai l'impression que c'est ce sentiment comme ça d'amitié, d'amour est un peu lissé à la prise d'âge. Oui, mais parce qu'en fait, on ose beaucoup moins aller vers des nouvelles personnes. En fait. C'est encore une question d'audace alors finalement. C'est pour ça que je te dis, pour moi c'est lié, parce que là ce que tu décris, ta maman, tes sœurs ou nos amis de long terme, en fait c'est justement, quand je disais un peu notre clan, l'amour familial, le côté plan-plan, dans le bon sens du terme aussi, puisque c'est ultra sécurisant. Bien sûr, et c'est quand même très agréable d'avoir cet espace-là. Mais en fait souvent, en vieillissant, on va pas forcément, ce que tu décris, le copine, j'ai une super copine, c'est parce que c'est la rencontre. Et en vieillissant, est-ce qu'on ose faire des rencontres amicales? Est-ce qu'on ose parler à des nouvelles personnes? Est-ce qu'on ose On va, mais ça va peut-être être moins fougueux entre guillemets, comme j'ai une nouvelle copine, on n'arrête pas de sortir ensemble. Là, bon, t'as une nouvelle copine parce que tu la vois à l'école, elle est sympa, tu l'invites une fois ou deux, mais c'est pas comme... Oui, mais parce qu'en fait aussi, il y a une problématique de est-ce qu'on sait entretenir nos liens, en fait? Quelle place on donne à ça, tu vois? Quelle place on donne à l'amitié et à l'amour dans notre société? Non, mais vraiment. Oui, et surtout quand on a plus d'âge. Voilà, exactement. On reste un peu dans des relations un peu normalisées. Qui passent en plus après plein de choses. Il y a pas mal d'études sociologiques qui montrent à quel point l'amour et l'amitié, alors différemment, mais passent après justement la vie professionnelle, s'occuper des enfants, gérer ses problématiques de santé. Et en tout dernier lieu, s'il te reste du temps, faudrait que je lui envoie un texto. Mais vraiment, c'est tout en bas. Et en fait, peut-être que ça aussi, tu vois, faudrait déconstruire notre regard sur comment on prend soin, en fait, de nos relations. Alors certes, de nos relations amoureuses dans l'espace du couple, mais aussi de nos relations amicales. En fait, souvent, quand on est jeune adulte ou qu'on est adolescent, mais l'amitié prend tellement de place. Moi, je vois les ados, pour les avoir beaucoup fréquentés, l'amitié, au contraire, est en premier de leur, de leur pyramide, quoi. Bien sûr. Après les cours, après tout le reste, non, mais c'est ma vie. Tu les entends toute la journée dire ma vie, etc. Parce que c'est central. Donc, à nous aussi de se dire, est-ce que je peux pas dégager peut-être un peu plus de place, encore une fois, si j'en ai envie, si j'en ressens le besoin, mais comment je vais soigner ce lien? Et dans des sociétés très chargées et très individualistes, on a quand même un tout petit peu du mal, tu vois, à envisager l'importance que ça peut avoir. Et où le temps se contracte. Bien sûr, où on vit dans l'accélération permanente. Et en parlant d'accélération permanente, on peut aussi parler, et ça peut-être pour terminer notre conversation, d'actualité, d'infobésité. J'en parle quand même souvent, ce côté accumulation d'infos qui nous stresse, qui diminue parfois notre champ des possibles. Comment est-ce qu'on réagit aux news de façon un peu plus philosophique pour ne pas que ça joue sur notre santé mentale? Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors déjà, on essaye, encore une fois, là c'est pas une injonction, mais c'est plus de l'ordre de moi mon ressenti, on essaye de résister aux stimuli permanents. C'est-à-dire le problème de la notification, la jurisprudence de la notification, où tu reçois juste une notification sur ton téléphone ultra anxiogène, qui te dépossède de ta possibilité de comprendre, parce que en fait les 3/4 du temps, et puis tu comprends pas exactement qu'est-ce qui se joue, pourquoi, t'es dans l'immédiateté, donc t'as juste cette décharge émotionnelle, mais tu sais pas quoi en faire, parce qu'en fait on n'est pas dans du temps long, on n'est pas dans de la compréhension longue. Donc moi vraiment, s'il y a un truc, c'est attention à ces stimuli. Ça veut pas dire faire l'autruche et se couper, mais ça veut dire peut-être retrouver, pour parler de manière très concrète, du temps long de l'information.
Moi, je le dis souvent à mes élèves, donc je peux le dire à notre micro, mieux vaut lire un journal une fois par semaine avec des articles un peu plus longs ou, je sais pas, ou sur Internet, trouver une source d'information qu'on aime bien avec des articles un peu plus denses, un peu plus longs, sur lesquels on se pose, que juste recevoir des notifs ou avoir juste, en scrollant sur Instagram, l'impression c'est beaucoup, beaucoup plus anxiogène. Quand on s'inscrit dans du temps long ou dans un article un peu plus détaillé ou avec un peu plus d'éléments d'analyse, on se rend compte que bien sûr qu'on n'y peut toujours rien parce qu'on ne va pas régler le conflit au Proche-Orient juste en lisant un article, mais au moins on aura l'impression d'appartenir à quelque chose, tu vois, de plus construit, de plus concret que juste l'émotion qui nous saisit. On sait très bien que le stimuli émotionnel, il est complètement paralysant, alors que la mise en compréhension permet un peu plus de retrouver un ancrage. Et par exemple, justement, à tes ados, tu leur conseilles quoi comme lecture ? Alors moi, je leur conseille beaucoup le Courrier international parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir un autre regard que le regard aussi franco-français. Et en plus, c'est toujours, il y a des choses en plus un peu amusantes, puisque c'est un autre axe sur le monde. Tout d'un coup, tu vois un truc auquel nous, on pense pas. Tout d'un coup, ils vont avoir un prisme différent. Donc, il y a une revue qui s'appelle le 1 Hebdo, qui est extraordinaire parce qu'elle fait un focus chaque semaine sur un sujet précis. Et ça, je trouve ça génial. Au lieu d'avoir des bribes, avoir tout d'un coup un sujet précis. Fantastique. Il y a un journal du dimanche qui s'appelle La Tribune Dimanche, où tu as pas mal d'éditos, de fonds. C'est assez accessible en termes de regard, donc ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, trouver, et même sur Internet, trouver, tu vois, un peu son support, en fait, qui va permettre de se dire, OK, je choisis un peu mon média qui me plaît, qui me parle, et ça me permet de faire un peu de tri dans tout ça. Avant qu'on se quitte, je voulais vraiment avoir des conseils, en tout cas ton avis, mais vraiment brut de décoffrage comme ça, pas trop philosophique pour le coup. En tant que femme, toi, ton vieillissement, comment est-ce que tu l'envisages ? Qu'est-ce que tu fais pour bien vieillir ? Est-ce que déjà c'est un sujet qui t'intéresse ? Est-ce que tu le travailles, entre guillemets, peau, beauté, alimentation, sport ? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles au quotidien ? Oui, c'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait, c'est un sujet qui me passionne d'autant plus que je vois le lien, plus je vieillis, entre justement ma santé mentale et mon outil de travail qui est quand même mon cerveau et mon corps. En fait, j'ai passé toute une partie de mes études à un peu oublier mon corps. Mais parce que quand t'es dans des sphères méga intello, quand même, personne, tu vois, t'en parle. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que... quand je vais courir, je me sens plus intelligente après. Tu vois, je me sens beaucoup plus créative. Quand j'ai fait du renfo, je me sens plus puissante et je me dis, allez, je m'attaque à un truc un peu plus costaud en termes de lecture. En fait, moi, vraiment, l'hygiène de vie au sens très large est garant justement de mon cerveau. Donc, évidemment que c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, je fais du sport tous les jours. Sans quoi, je me sentirais complètement dingue. Et vraiment, là, je te le dis brut de décoffrage. En fait, je suis incapable de penser une journée où je suis pas sortie, où j'ai pas marché, et une journée où je me suis pas un peu mise en mouvement. Au-delà même du sport, je suis 100 000 fois moins performante intellectuellement. Au contraire, je redeviens très anxieuse, ça tourne et c'est obsessionnel et il se passe plus grand-chose. Donc oui, c'est un sujet parce que j'ai envie de garder cette acuité intellectuelle dans ma vie le plus longtemps possible et je sais que je la garderai aussi à travers mon corps. Merci infiniment en tout cas pour cet échange vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Parce que j'ai l'impression que tu as déjà un peu tout. Le super compte Instagram, plus de 4 livres, des écoles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour les 40 prochaines années ? Justement, continuer à avoir l'envie de la transmission. En fait, de continuer à trouver plein d'autres espaces pour transmettre ce en quoi je crois. C'est-à-dire que voilà, on vit un peu mieux avec les philosophies. Alors vous avez vu, c'était un épisode un peu hors norme, on n'a pas parlé que de longévité, mais je suis sûre que vous vous êtes reconnus dans les exemples qu'elle a cités sur l'amour, l'amitié ou la parentalité.
Je suis sûre d'ailleurs que vous avez 1000 choses à nous raconter, des anecdotes, des réactions à partager. Alors écrivez-nous sur Instagram, @longlive_le-podcast. Et nous aussi, on a déjà très envie de débriefer sur le sujet. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut!